Qui suis-je ? Je crois qu'on en vient tous à se poser un jour cette question à un moment donné au cours de notre vie. Donc je dirais que je suis Nyemba Catherine Kayembe, une jeune femme franco-congolaise pleine d'assurance et de confiance en elle, qui a dû se battre et lutter pour s'en sortir et encore plus pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Comme j'aime dire, la vie est un combat et elle m'a fait devenir une guerrière, une vraie lionne. Voilà ce que j'aspire à faire grâce à Believe et les témoignages à cœur ouvert. Je souhaite de tout mon cœur révéler les artistes qui sommeillent en chacun d'entre vous. Nous avons tous une vie à mener et je veux que nous la vivions pleinement en étant heureux et épanouis dans chaque domaine de notre vie, en croyant en nous et surtout en notre potentiel. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il était important de raconter nos histoires, nos parcours, nos combats, car chacun d'entre nous a un vécu qui peut servir de témoignage et par conséquent impacter son prochain. Car n'oublie pas, c'est en aidant les autres qu'on s'aidera soi-même. Je te souhaite une bonne écoute avec toute ma bienveillance et je te dis à très vite, cher Believer. La plus grande de mes épreuves. Lorsque mon aventure en Afrique s'est arrêtée aussi brutalement, je me sentais abandonnée de toutes parts et c'est là que Dieu m'a envoyé l'aide dont j'avais besoin. Une ancienne connaissance de Caen m'a alors contactée. Elle m'a reboostée et m'a conseillé de reprendre les études et m'a même proposé de me loger le temps que je trouve une entreprise et une école, car elle sentait que Dieu lui avait mis à cœur de le faire. J'ai donc décidé de revenir sur Paris et de commencer mes investigations. Dès mon arrivée, elle m'avait conduite dans son église dans laquelle j'ai ressenti tout de suite un sentiment tellement merveilleux, un sentiment chaleureux. Tu sais, comme celui qu'on ressent lorsqu'on est enfin où on est censé être, un peu comme à la maison. J'ai d'ailleurs pu y suivre les enseignements et m'y faire baptiser. Mais encore une fois, le dicton « vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres » s'est révélé être vrai. Peu de temps après m'être installée chez elle, j'ai constaté que mon amie en question se permettait de juger mes fréquentations, car elle ne faisait plus que des sorties avec les personnes de son église et voulait que j'en fasse autant. J'ai alors préféré prendre la décision de quitter son appartement avant que tout ça ne nuise davantage à notre amitié. Car ce qu'elle voulait au fond, c'était décider pour moi. Elle essayait de me transformer en quelqu'un que je n'étais pas. Et même si ça restait une bonne personne, le fait qu'elle veuille avoir autant d'emprise sur moi, sur mes fréquentations, sur mes choix et sur ma vie, ça il en était hors de question. Donc dès que je me suis fait baptiser, j'ai préféré quitter son logement pour m'installer avec ma meilleure amie de l'époque, qui venait de prendre depuis peu son appartement. Et là, tout se passait super bien. J'étais bien, je me sentais enfin bien entourée et je pouvais enfin être moi-même. On passait beaucoup de temps avec sa famille que j'aimais et considérais comme la mienne. Car à leur côté, je me sentais enfin intégrée dans une famille et en plus qui était de la même couleur que moi. C'est là que j'ai pris conscience que ça avait plus d'importance que j'aurais pu le soupçonner. J'ai rapidement trouvé une école et une entreprise. J'allais même commencer à mettre de l'argent de côté pour prendre un logement étudiant. Tout semblait alors enfin me sourire et ça faisait un bien fou de se sentir aussi béni. Mais là vint le pire jour de ma vie. La première semaine où j'ai commencé mon alternance, ma mère m'a appelée aux alentours de 7h du matin, juste avant que je prenne les transports pour m'annoncer que ma petite nièce nous avait quittés cette nuit d'une méningite aiguë. J'ai perdu tellement de personnes au cours de ma vie, mais avec sa disparition, c'est toute une partie de moi qui est morte avec elle. Je ne l'ai jamais dit à ma famille, mais cette nuit-là, j'ai ressenti une douleur en moi, une douleur inexplicable dans tout mon être. Et c'est lors de l'annonce de sa mort le matin même que j'ai compris que j'ai dû ressentir la douleur de mon frère. Car lui et moi, en tout cas, depuis qu'on était enfants, on a toujours été connectés. En tout cas, on l'était avant de devenir des adultes. Je crois que j'aurais toujours de la peine de plus avoir cette relation fusionnelle que nous avions lui et moi étant petits. Alors que maintenant, ce n'est que rivalité chelou et à qui veut montrer bêtement qui réussit mieux que l'autre, alors que c'est tout sauf mon délire. Des fois, je me demande à quel moment tout ça s'est produit. Moi, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est compter pour mon frère autant qu'il comptait pour moi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours voulu de la part de toutes ces personnes que j'aimais. Car même si on nous apprend à ne rien attendre en retour, l'amour, le respect et le soutien ne sont pas des choses pour lesquelles nous devrions renoncer, que ce soit par amour ni pour quiconque. Cela devrait être la pierre angulaire de chacune de nos relations et je m'y consacre. Si ce n'est pas le cas, alors n'hésite pas une seule seconde à quitter l'endroit où tu te trouves, là où les personnes qui t'entourent et à te créer ta propre bulle de bienveillance et de bonheur. Désolée, je me rends compte que je m'égare. Sûrement une manière d'éviter d'aborder le pire passage de ma vie. Donc reprenons là où mon cœur s'est arrêté. Ma meilleure amie m'a alors accompagnée à la gare. Et heureusement, car sur le trajet, j'ai failli m'évanouir à plusieurs reprises tellement cette nouvelle m'avait brisé de l'intérieur. Tu sais, cette impression d'être présente, mais en même temps ce sentiment d'être morte de l'intérieur.
d'être spectatrice de la scène qui se déroule devant nous et d'être paralysée, comme si tu voyais tout ce qui se passait, mais que c'était comme si c'était à une autre personne que ça arrivait. C'est une période de ma vie que j'évite de raconter car même à l'instant où je te parle, les larmes reviennent comme si c'était arrivé hier. Avec toute cette souffrance et cette douleur que cela a occasionné, j'ai pris environ 15 kilos très rapidement à cause du choc que cela a engendré en moi. Perdre un enfant est la pire chose au monde qu'on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi. Moi qui venais depuis peu de me faire baptiser, j'étais totalement déconcertée. Je comprenais même pas comment le Dieu que j'aimais pouvait me reprendre ma nièce qui n'avait seulement que 40 jours. En voyant le petit cercueil blanc s'avancer dans le cimetière, je l'ai maudit. Il était hors de question que je serve un Dieu capable de faire ça. La douleur était abominable, je me sentais morte de l'intérieur. Et personne ne le comprenait, personne ne le voyait, car on m'a toujours vue comme une femme forte, celle qui sait toujours tout régler. Mais pourtant, dès que ça touchait les sentiments, je ne savais même pas les exprimer, et surtout, je n'aimais pas les exprimer. S'il y a bien quelque chose que j'ai compris malgré moi, c'est qu'au début, tout le monde est bienveillant, prend soin de nous, de pas trop nous brusquer. Mais il arrive un jour où on comprend qu'on n'accepte plus notre présence, notre mal-être constant. On le sent, on veut plus de nous. En tout cas, pas comme ça. Il y a de moins en moins de patience, de moins en moins de bienveillance, moins d'appels, moins de visites. J'ai alors fait semblant pendant près de 3 ans à faire comme si tout allait mieux dans ma vie, à sourire, rire, alors que j'allais au plus mal. À force de faire semblant, on finit même par croire son propre mensonge. Peu de temps après sa disparition, j'ai rencontré un homme qui d'ailleurs a permis de mettre un pansement sur mon cœur brisé. Avec qui ça a duré près de 2 ans. On a très vite parlé mariage et enfants, peut-être trop vite. On parlait de grands projets et je me sentais mieux grâce à lui, enfin du moins la première année. Cette relation m'a permis de comprendre qu'on ne doit jamais aimer une personne plus que soi-même, car on se perd obligatoirement et de ne surtout jamais faire dépendre notre bonheur au travers de cette personne non plus, car notre état d'esprit dépendra alors que d'elle, et ça devient très vite malsain, voire très toxique. Donc comme je te le disais, tout se passait bien la première année. Mais avec le temps, j'avais remarqué une tendance qu'il avait à trop boire, beaucoup trop sortir avec ses amis et à dépendre trop du regard des gens, ce qu'il ne faisait pas au début de notre relation. L'année d'après fut une année d'enfer. Il a été licencié de son travail et ne voulait le dire à personne. Il mentait à tout le monde, même les personnes les plus proches de lui. Moi qui aimais l'honnêteté, j'ai dû pendant près d'1 an couvrir tous ces mensonges, ce qui me mettait dans un mal-être constant et dans un état déplorable qu'à faire semblant que tout allait bien à chaque fois devant tout le monde alors que ce n'était pas le cas, c'était juste horrible. Cette relation me transformait petit à petit en une personne que je n'aimais pas. Je ne souriais plus, je ne rigolais plus, je devenais amère, froide, mais en le laissant agir ainsi avec moi, j'ai moi-même contribué à mon propre enfer. Ce pansement qu'il avait mis sur mon cœur se décollait de plus en plus et ouvrait à nouveau des blessures que j'avais mis de côté. Et quand elles sont revenues à la surface, la douleur était encore plus atroce qu'auparavant, car c'était comme si elle était arrivée hier. Pendant cette année-là, il n'a eu cesse de me rabaisser sur mon poids, de me manquer de respect, de jouer psychologiquement sur moi, de faire comme si je n'existais pas. Je perdais de plus en plus confiance en moi, et il osait me dire que nos problèmes venaient, comme par hasard, de mon manque de confiance en moi. Très ironique, non ? Tout ce que je pouvais dire ou faire de bien, il arrivait à le retourner contre moi, et me faisait toujours passer pour la mauvaise. Et je commençais même à croire que j'étais la mauvaise, qu'il lui décrivait tellement psychologiquement il avait pris l'ascendant sur moi. J'ai enfin eu le courage un jour de jouer son propre jeu, en faisant tout ce qu'il n'aimait pas afin qu'il décide de lui-même de me quitter. J'ai été sur le coup soulagée qu'il le fasse, mais il arrive à un moment où bêtement tous les bons souvenirs des débuts refont surface, au point d'en oublier les mauvais, et on essaie de revenir vers cette personne qui est pourtant devenue toxique, même nocive pour nous. Mais heureusement cela n'a pas fonctionné, et tant mieux, car cet homme, même s'il m'a apporté de très bons moments au début, n'était pas l'homme avec qui je me voyais me marier ou avoir des enfants. Il n'avait rien à voir avec l'image que je me faisais du bonheur marital, ni de l'image du père que je voulais pour mes enfants. Le conseil que je pourrais te donner, cher Believer, avec tout ce que j'ai pu vivre, c'est ne choisis jamais une personne qui te pousse à faire ressurgir tous tes mauvais côtés, mais plutôt celle qui te permettra de devenir la meilleure version de toi-même. N'aime jamais plus que toi-même, sinon tu te perdras et tu accepteras tout et n'importe quoi. Aime-toi d'abord avant de vouloir aimer une autre personne. L'amour doit t'apaiser et t'apporter de la joie, de la paix, et non te dévaloriser ou te rabaisser, voire te briser. Ne trouve pas plus d'excuses aux personnes qui t'aiment, car si tu analyses mieux tes relations avec eux, ils peuvent t'aimer. Mais parfois, quand tu regardes beaucoup plus en détail, tu t'apercevras que la plupart d'entre eux ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Alors leur façon de t'aimer pourra certaines fois être nocive, sans qu'ils s'en aperçoivent forcément. Alors si tu t'en rends compte, laisse-les t'aimer, mais de loin. En tout cas, tant qu'ils ne sauront pas le faire sainement.
Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le partager. Car n'oublie pas, c'est en aidant les autres qu'on s'aidera soi-même. Avec toute ma bienveillance. Et je te dis à très vite, cher Believer.